Bonjour et ravi de vous retrouver pour les 45 minutes chrono de l'association du paiement. Alors la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est comment l'open payment résout l'attractivité dans les transports en cette période d'incertitude, de doute. Alors je sais qu'on est très répétitif, mais on est quand même dans cette période-là et on doit prendre en compte cela. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir, alors non pas de recevoir en live comme on le faisait ces premières semaines de septembre, parce que justement la situation n'a pas permis, en tout cas à François, de venir à Paris, puisque vous n'êtes pas à Paris, François. Non, à Voilà. raison. Donc on va le faire comme on le faisait il y a quelques temps, en Zoom, avec la technologie que nous avons. Et aujourd'hui, on reçoit donc François Mottet, qui est Head of Product Management and Strategy au sein de Flowbird. Flowbird, une société qui est née donc de la fusion Parkeon, une société que vous connaissez, et Caddy, qui est une société suédoise, et cela a été fait en 2018. Donc rebonjour François, comment allez-vous et comment vivez-vous un peu cette... Bon, on n'est plus en rentrée, hein, mais bon, ça fait quand même un mois qu'il y a eu la rentrée scolaire, mais ce premier mois après l'été, comment ça s'est passé au sein de Flowbird ? Bonjour Sophia, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir échanger avec vous tous sur le sujet passionnant, on va dire, de l'open payment. Le retour après les vacances se passe bien. On a beaucoup de projets très passionnants, notamment beaucoup de projets autour de l'open payment. Donc on verra tous ensemble en quoi l'open payment facilite l'accès au transport public et notamment très adapté en cette période un petit peu particulière. Merci François. Alors Flowbird est donc une société leader mondiale de la gestion de la mobilité. Vous avez mis en place dans certaines villes de France l'open payment. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et pour que nos participants puissent mieux comprendre les enjeux, j'aimerais que vous puissiez nous parler du principe clé de l'open payment, s'il vous plaît, François. Déjà, l'open payment, c'est le mariage de la billettique et de la monétique. C'est vraiment permettre à un usager de voyager dans les transports publics, dans le métro, tramway, bus, en utilisant son support de paiement sans contact. Alors, support peut être la carte, mais peut être également son smartphone avec Apple Pay, Samsung Pay ou autre wallet. Il n'y a pas d'enregistrement préalable, il n'y a pas de création de compte, il n'y a pas besoin d'acheter un titre. Vous avez juste besoin de voyager. Donc, vous rentrez dans votre bus, vous présentez votre carte bancaire sans contact sur un valideur et vous voyagez. Et je dirais, cerise sur le gâteau, à la fin, vous êtes sûr de payer le juste prix. C'est en fonction de vos voyages, en fonction des différentes correspondances que vous avez pu prendre. En fin de journée, vous êtes sûr de pouvoir payer le bon prix en fonction des usages que vous avez faits. Merci en tout cas François de nous avoir rappelé donc le principe de l'open payment à nos participants. Vos dispositifs donc acceptent les schemes donc Visa, Mastercard, CB. Quid justement des autres schemes type UPI, Amex? Où en êtes-vous? Donc, en effet, on a déployé plusieurs projets donc à l'international, donc avec Visa et Mastercard, c'est le cas notamment d'Édimbourg. En France, on a ajouté CB en plus de Visa et Mastercard. Et là, aujourd'hui, il faut savoir que les principaux schemes bancaires ont défini leurs règles d'open payment, mass transit. C'est-à-dire, c'est le cas d'Amex, Discover, c'est le cas d'UPI également, etc. Donc nous, en fonction des projets sur lesquels on se positionne, bien évidemment, nous sommes en train de regarder l'intégration de ces nouveaux schémas. Alors souvent, ça ressemble, j'allais dire, à ce qui a déjà été défini par, on va dire, Visa et Mastercard, mais il y a souvent des petites spécificités qu'il faut adapter. Et en fonction des projets, en fonction des régions, en fonction des pays, on va pouvoir intégrer tel ou tel schéma. Aujourd'hui, particulièrement, on regarde notamment American Express, qui est demandé beaucoup en Australie, demandé bien évidemment beaucoup aux États-Unis, même en France. Donc ça, c'est notamment un schéma qu'on regarde. Merci François. Alors justement, qu'est-ce qui s'est passé là pour vous ces derniers temps? J'ai vu que Amiens vient d'adopter la solution Open Payment de Flowbird pour les transports publics et notamment sur du multimodal. Alors j'ai une question, comment avez-vous géré la mise en œuvre durant ces derniers mois, puisque ça s'est passé
en pleine période de Covid. Quelles sont les expériences que vous pourriez partager avec nous, les difficultés, les facilités, les contraintes qui sont liées à la Covid-19? En effet, on pouvait pas plus mal tomber, entre guillemets. On a mis en place Amiens, donc la partie billettique traditionnelle, l'été 2019. Donc là, projet relativement classique de billettique, auquel on devait ajouter la partie open payment en ce début d'année. Ce qui a été fait, hein, on a fait les premières transactions dans les premières semaines de mars, juste avant la partie confinement. Et donc le projet a été arrêté puisque notre client avait géré d'autres priorités à gérer, hein, bien évidemment. Et on a effectué un déploiement généralisé, complet cet été, donc aussi dans tous les bus d'Amiens. Et comme vous dites, l'objectif de ce projet, c'est de gérer une multimodalité complète, c'est-à-dire qu'on est capable d'intégrer dans le parcours client les P plus R, à terme également les parkings vélos, directement au sein de la solution d'Open Payment. Merci pour ce retour d'expérience, en tout cas qui est très, très récent. Alors justement, moi, je serais très curieuse de vous demander, est-ce que vous avez, on va dire, déjà des chiffres quant à l'utilisation de l'open payment sur la ville d'Amiens, puisque l'installation a été faite? Vous avez peut-être déjà des statistiques sur le mois de septembre. Est-ce qu'il y a un succès justement de cette solution? Y a-t-il un engouement de la part des habitants de la ville d'Amiens pour ce nouveau dispositif? Alors, oui, déjà c'est un succès. Tout d'abord, le système fonctionne très très bien. C'est vrai que tu es mis en service cet été de façon généralisée. On n'a pas eu de soucis et il a tout de suite été adopté par les usagers. Il y a eu très très peu de communication. Donc c'est-à-dire que les usagers ont réussi par eux-mêmes, j'allais dire, de comprendre qu'ils pouvaient voyager directement avec sa carte bancaire sans contact. Donc ça, c'est quand même déjà très très particulier. On peut voir aussi que le nombre d'utilisateurs augmente semaine après semaine. On est vraiment sur une pente ascendante. Et en parallèle de ça, on peut voir que l'achat de titres occasionnels sur les distributeurs, notamment, hein, ce qu'on appelle les billets sans contact, on peut voir que ces achats diminuent. Donc on a vraiment les deux courbes qui sont inversées. Chaque semaine, de plus en plus d'utilisateurs, que ce soit des utilisateurs uniques, mais également on peut voir des utilisateurs qui reviennent, qui utilisent de façon très généralisée le système d'open payment. Et aujourd'hui, les statistiques, on peut voir que 15% des titres occasionnels achetés à Amiens se font via open payment. Et ce, donc en quelques semaines. Après, on sait que ce nombre va énormément augmenter. Les statistiques qu'on peut avoir sur Édimbourg, par exemple, c'est 55% des titres occasionnels qui sont faits via Open Payment. Donc, on peut voir qu'il n'y a pas de raison qu'à Amiens, on n'arrive pas aux chiffres d'Édimbourg ou d'autres villes à travers le monde. Merci beaucoup. Alors, bon, c'est super intéressant d'avoir ces chiffres parce que ça nous permet d'avoir une visibilité, on va dire, à J plus un mois quant à l'open payment pendant la période Covid. Alors, justement, si on prend en compte finalement les nouvelles organisations dans les sociétés, le fait que beaucoup sont en remote work, en télétravail, quel est, selon vous, le taux de fréquentation des transports en commun qui finalement a bougé, que ce soit bus, tramway, métro, depuis justement septembre? Quel bilan vous faites à fin septembre? Donc, il faut savoir qu'on est parti avec la partie, lorsqu'on était en confinement, dans certaines villes et certains réseaux, c'est 95% du nombre de passagers qui avaient chuté pendant le confinement. Aujourd'hui, on peut voir bien évidemment un retour progressif dans les transports en commun, mais clairement pas du tout au niveau avant Covid. On mesure à peu près à 60% du taux d'occupation versus avant la période Covid. Comme vous l'expliquez, dû au télétravail, dû aux personnes qui travaillent moins, malheureusement, aux formations à distance, et puis également à des nouveaux usages, des nouveaux mobilités. Les gens, ils marchent un peu plus, ils ont pris des vélos, ils ont pris des trottinettes, on le verra un petit peu après. Mais aujourd'hui, voilà, on est à peu près à 60% d'usage. Mais plusieurs études montrent aussi que une fois le Covid passé, espérons-le, on va dire, je sais pas, été 2021, il n'y a plus de Covid, on a un vaccin. On imagine que il y aura entre 20 et 25% de trajets dans les transports en commun en moins. Donc, il va falloir bien évidemment s'adapter à ça, mais c'est un vrai changement dans l'attitude des usagers.
Alors justement, est-ce qu'on peut dire que là, vous avez constaté que il y a moins d'usagers qui prennent les transports parce que du coup, ils ont remplacé ça par la trottinette, par exemple, la marche, le vélo. Bon, on est quand même en période de crise, il y a des peurs, il y a des doutes. Euh, Quel est le moyen d'ailleurs de transport qui a plus ou moins remplacé finalement les transports en commun classiques? Donc, donc aujourd'hui, voilà, comme vu précédemment, puis expliqué précédemment, on peut voir que les transports en commun, voilà, sont moins utilisés, mais sont également utilisés différemment, beaucoup moins régulièrement. Avant, vous voyagez du lundi au vendredi, tous les matins à la même heure, tous les soirs à la même heure pour aller au travail. C'est plus le cas. Aujourd'hui, on est vraiment sur un transport vraiment à la demande, au cas par cas, et très variable en fonction des personnes et en fonction des jours et de l'environnement. Euh, Au niveau des modes de transport, pendant la période vraiment de confinement, la voiture personnelle a eu un rebond impressionnant. Les gens, voilà, utilisaient beaucoup plus la voiture personnelle. On voit que maintenant un déclin suite à des pressions politiques, l'écologie, la pollution, la congestion également. On retrouve des bouchons dans les villes, des difficultés à stationner. Donc la voiture personnelle, on voit qu'elle commence de nouveau à être abandonnée, ce qui est plutôt une bonne chose dans les villes. Après, on a vu la marche qui a repris énormément. Le vélo, voilà, habituellement beaucoup de gens savent faire du vélo. La trottinette également, un peu moins, c'est un petit peu plus, faut être un peu plus cascadeur, on va dire, surtout dans certaines villes. Mais avec ces nouveaux modes de transport, euh, les usagers ont aussi découvert une nouvelle façon d'accéder à des offres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, louer une trottinette, c'est très très simple. On crée un compte en quelques minutes avec son smartphone et vous pouvez voyager directement et prendre directement votre trottinette. Également, la tarification. C'est-à-dire que quand vous prenez une trottinette, vous ne savez pas forcément où vous allez. Et c'est en fonction du voyage que vous avez fait que vous allez être payé. Et maintenant, ces usagers qui ont découvert ces nouveaux modes s'attendent à avoir les mêmes choses en transport public. Ils ne savent pas forcément où ils vont quand ils prennent tout de suite le bus. Ils ne veulent pas forcément aller acheter un ticket auparavant et ils s'attendent à avoir ce côté post-paiement, ce côté tarif adapté à l'usage. Et là, l'open payment est une vraie réponse à ces nouveaux usages. Merci François. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on avait fait notre web conférence autour de l'open payment en juillet dernier, on avait évoqué notamment le fait que certains usagers ne passeront pas par l'open payment pour des raisons qui sont très diverses. Hein. Il y a les réfractaires à la technologie, il y a ceux qui ne peuvent pas utiliser l'open payment. On va pas faire la liste, on va pas refaire notre web conférence, mais la question c'est comment justement on peut faciliter l'achat des titres de transport sans toucher le clavier, puisqu'on est encore dans cette période un peu compliquée. Ça, c'est la première question. Et puis la deuxième, c'est par rapport à tout ça, quels sont les nouveaux usages ou innovations qu'on pourrait voir naître dans les transports pour rassurer les usagers, pardon, notamment, du fait de la transmission du Covid finalement. Alors, mais déjà, comme vous dites, c'est pas parce qu'on met un système d'open payment qu'on n'aura pas une billettique traditionnelle et des distributeurs. Oui, on pense qu'il y en aura peut-être de moins en moins, les usages dessus seront plus faibles, mais on en aura toujours. Il y aura toujours des gens qui voudront payer avec leur monnaie, et ça, forcément, on doit proposer des offres. Et en cette période de confinement, et notamment Covid, c'est un peu délicat d'aller sur un distributeur, d'utiliser une dalle tactile. Alors pour ça, on a par exemple développé un distributeur de gel connecté au distributeur, donc directement, qui permet à chaque transaction de fournir du gel directement avant de pouvoir utiliser ou après avoir utilisé le distributeur. Donc ça, c'est une innovation. On en a déployé plusieurs pilotes, qui marchent très très bien en Italie, au Royaume-Uni par exemple. Mais l'intérêt, c'est vraiment qu'elle soit connectée à la machine et qu'on émette ce fameux gène uniquement lorsqu'il y a une transaction. Après, il y a des innovations qui sont en train de naître. Par exemple, tout ce qui est synthèse vocale et également prise en main à distance des automates est quelque chose qu'on travaille depuis un moment, puisque c'est des solutions qu'on a mis, par exemple, en place au Royaume-Uni, où vous avez un distributeur, vous êtes en visioconférence avec
une personne qui est là pour vous aider à utiliser le distributeur, qui peut même l'utiliser pour vous à distance, faire votre sélection. Bonjour, je souhaite aller à telle gare. Il sélectionne pour vous le titre et vous n'avez plus qu'à mettre votre pièce dans l'automate. Et là, vous ne touchez plus l'automate, vous réduisez vraiment son interaction. Et puis les systèmes de synthèse vocale où maintenant, vous pouvez commander, comme vous le faites avec Siri sur votre téléphone, vous pouvez commander un automate à distance simplement en lui parlant. C'est très intéressant ce que vous nous dites. Donc là, ces distributeurs, donc avec le gel hydroalcoolique qui s'active à chaque transaction, je suppose qu'il y a un message, ou alors est-ce que c'est directement la personne, c'est très intuitif, c'est-à-dire qu'elle va faire sa transaction, puis il va y avoir, je suis curieux de savoir comment ça fonctionne. J'en ai pas vu encore. Alors, c'est relativement intuitif parce que il se présente notamment soit sur le devant ou sur le côté du distributeur. Mais après, il y a beaucoup de communication autour. Sur les automates, voilà, on essaye de passer des messages, puis soit mettez votre masque, ayez les gestes barrières et utilisez du gel et qui explique comment l'utiliser. C'est vraiment quelque chose de très intuitif. Et quant à la voix, justement, donc la commande, elle se fait par la voix. C'est des dispositifs qui sont déjà déployés ou c'est en cours de déploiement? Alors, c'est en cours de déploiement. On a un site pilote, notamment avec un gros client au Royaume-Uni. C'est quelque chose qu'on commence à proposer et qui sont plutôt en mode pilote pour le moment. Oui, puis au Royaume-Uni, je crois que l'open payment est déjà déployé depuis très longtemps. Tout à fait. Très bien. Merci François. Alors, si on revient un peu sur toujours les usagers, ils sont habitués finalement aux gestes barrières. La Covid va sûrement accélérer un peu les décisions des collectivités locales. Donc, ma question, c'est est-ce qu'il y a une forte demande de la part des collectivités locales et des opérateurs de transport pour mettre en place ce dispositif comme geste barrière rapidement, si on compare en fait à 2019? J'avais compris en fait que 2019, il y avait quelques demandes. Est-ce que là, vraiment, vous avez le sentiment que vous êtes très sollicité et que les collectivités locales, elles veulent le mettre en place rapidement? Oui, tout à fait. On a vu une accélération durant cette période. On peut voir déjà que les distributeurs sont quand même beaucoup moins utilisés par rapport à la période. Également, tout ce qui est vente à bord a complètement été pratiquement arrêté dans tous les réseaux. On peut pratiquement plus acheter un titre directement avec son conducteur. Donc forcément, les opérateurs ont cherché des nouvelles solutions. Et clairement, l'open payment est devenu la réponse, ça peut être une des réponses, mais la réponse, on va dire, préférée de beaucoup d'autorités de transport pour avoir une solution aussi à long terme. Le but, c'est pas de mettre une solution juste pour la période de Covid, c'est vraiment avoir une solution qu'on sait qu'elle sera pérenne avec le temps. Donc j'entends quand même, donc c'est voilà un engouement et puis donc nous, par exemple, de... côté Flaubert, on a 4 projets quand on a déployé un maire, on a 4 projets à déployer dans les 6-8 prochains mois, et on sait qu'il y aura une vingtaine de villes en France, dont les très grandes, qui vont déployer l'open payment en 2021. Donc ça va quand même très très vite. Ça va adresser à peu près 20 millions de passagers à travers la France en 2021. Donc, ça va beaucoup plus vite que ça a pu le mettre auparavant. Ça va beaucoup plus vite, mais je crois que vous avez des délais donc pour la mise en œuvre donc de l'open payment. Rappelez-nous un peu les délais pour la mise en œuvre, pour déployer l'open payment. Non, aujourd'hui, on est sur des solutions très produits qui permet, je dirais, un déploiement très très rapidement. En quelques semaines, vous êtes capable d'ouvrir un compte dans votre banque pour gérer les flux financiers. On est sur des solutions hostées dans le cloud, donc directement disponibles. Le plus long va être, on va dire, l'installation des valideurs dans les bus. Donc, en fonction des quantités et puis de la disponibilité des bus, bien évidemment, ça peut prendre plus ou moins de temps, mais on est sur du déploiement en quelques semaines sans aucune difficulté maintenant. Merci François. Alors, finalement, ce que j'entends ce que vous nous dites depuis tout à l'heure, on est quand même sur des solutions qui permettent un accès plus facile, plus rapide, plus simple aux services de transport. On sait bien que la course aujourd'hui, même dans l'écosystème des paiements, c'est le frictionless, pas de friction, enfin un parcours sans friction. Donc finalement, comment justement l'open payment résout l'attractivité au transport?
Déjà, par définition, l'open payment, c'est ce qu'on appelle du tap and go. C'est vraiment, je présente ma carte et je voyage. Donc là, déjà, il n'y a pas d'interaction avec un distributeur, pas d'interaction en agence commerciale, pas besoin de créer de compte, pas d'interaction avec un conducteur. Donc déjà, dans un contexte Covid, bien évidemment, c'est une bonne réponse parce que vous avez juste à voyager et entre guillemets, vous parlez à personne. Euh, Ensuite, comme je vous l'ai dit, il y a eu les utilisateurs ont connu des nouveaux usages très faciles d'utiliser, comme les trottinettes et les vélos, et ils s'attendent à avoir cette même expérience de transport public. Et c'est clairement là-dessus qu'a été basé l'open payment, avec bien évidemment il n'y a pas d'enregistrement préalable, vous accédez directement à l'offre, vous payez en fonction des usages, en fin de journée ou en fin d'une période, qui peut aller jusqu'au mois, hein, c'est ce qu'on a déployé sur Amiens, avec une optimisation tarifaire au mois, et avec une facturation qui correspond exactement à ce que vous avez fait. Et vous n'avez pas besoin de savoir avant où vous allez aller et où vous allez voyager. Euh, Après, on a vu, il y a aussi une nouvelle façon de voyager. C'est-à-dire, voilà, beaucoup plus de télétravail, des formations à distance, des personnes voilà, qui voyagent moins également, et surtout moins régulièrement. Ce qui fait que les abonnés d'avant sont devenus des occasionnels. Et là, l'open payment est adapté aux occasionnels. C'est l'objectif, c'est je ne m'engage pas pendant un an en achetant un abonnement, je suis occasionnel. Et vous aviez des abonnés qui avaient des personnes à Paris qui ont leur carte Navigo à l'année. Aujourd'hui, vu qu'ils sont 3 jours par semaine en télétravail, il n'y a aucun sens d'avoir un contrat annuel. Et là, ils sont occasionnels, donc ils vont utiliser l'open payment. Et ça, je pense que c'est vraiment important. C'est-à-dire qu'on aura de moins en moins d'abonnés dans les transports publics. Après, on a vu, comme je disais, hein, beaucoup de personnes un peu plus marcher, prendre des vélos, mais pas tout le temps. C'est-à-dire, quand il pleut, vous n'allez pas prendre le vélo. Vous allez peut-être vouloir prendre le bus. Ou vous avez beaucoup marché et puis vous voyez un bus passer, puis sur un coup de tête, de se dire, bah, tiens, je vais sauter dans le bus. Pareil, là, vous n'allez pas acheter un titre auparavant. Vous saviez pas que vous allez prendre le bus. Vous allez juste présenter votre carte sans contact et vous allez pouvoir voyager. Là aussi, l'open payment répond à ces nouveaux usages. Euh, Aussi, on est dans un monde quand même d'incertitude. On ne sait pas dans 3 mois ce qu'on fera. On ne sait pas si dans 3 mois, on sera tous de nouveau confinés, si votre entreprise elle sera toujours ouverte ou non. C'est plus dans la culture de s'engager, de planifier. Donc, vous n'allez pas forcément renouveler votre abonnement annuel. Vous ne savez pas si vous serez toujours à Paris dans 6 mois. Là aussi, euh, vous allez plutôt passer sur des abonnements plutôt occasionnels. Donc là également, l'open payment répond à ce besoin. On est vraiment dans cette idée pour moi, j'appelle ça voilà, du transport à la demande. C'est-à-dire que quand j'en ai besoin, et puis ça peut changer du jour au lendemain. Voilà. Il y a également, je pense, un point qui est important, c'est il y a des générations, les nouvelles générations, hein, Y ou Z, qui sont très branchées smartphone. Aujourd'hui, vous avez Apple Pay, par exemple, qui a intégré directement dans Apple Pay un mode transport express qui est fait pour l'open payment. C'est-à-dire que quand vous présentez votre Apple Pay sur un valideur, vous n'avez même plus besoin de le déverrouiller, vous pouvez directement payer et voyager. Donc, ça a été pensé pour l'open payment, directement intégré dans votre smartphone. Et là, il y a des générations qui ne jurent que par le téléphone, même pour payer, et qui vont pouvoir le faire sur les systèmes d'open payment de façon totalement transparente. Et je pense une dernière qui est également importante, c'est avec l'open payment, que vous soyez à Londres, à New York, à Amiens, vous voyagez de la même façon. Vous avez votre carte, vous présentez votre carte. Vous ne vous posez pas de questions. Et aujourd'hui, les gens ont besoin aussi d'être rassurés. Ils ont besoin c'est rassurant de savoir utiliser un système. Ah bah oui, c'est comme j'ai fait quand j'étais à Londres. Vous allez voyager, c'est exactement la même chose. Et ce côté universalité des usages est également très très important. Merci François. Me vient comme ça quand même une question. Quelle est la promesse faite aux passagers, aux usagers, dans le cadre de la Smart City? Si vous pourriez. Alors déjà, bah, on est sur une rapidité d'accès sans contrainte.
mais tout en ayant une optimisation tarifaire. Ça, c'est vraiment quelque chose de différent. Parce que souvent, dans la vie de tous les jours, quand on veut pas de contraintes, on paye plus cher. Voilà, j'ai un abonnement, je m'embête pas, j'ai pas de contraintes, mais il n'est pas forcément rentable. Et là, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on vous donne toute la flexibilité possible, vous voyagez quand vous voulez, où vous voulez, puis à la fin, vous êtes sûr de payer le meilleur tarif. Et notamment avec des optimisations tarifaires sur des périodes très longues, hein, comme le mois, comme on a pu voilà, mettre sur Amiens, euh, vous êtes même plus occasionnel. Vous êtes voilà, sur le mois complet et vous pouvez avoir le meilleur tarif, donc le prix du forfait mois. Et puis, la deuxième promesse, c'est comment on peut gérer cette multimodalité également. C'est-à-dire que quand on arrive à intégrer des parkings relais, parce que vous avez quand même votre voiture, on n'est pas tous une très grande ville, vous avez une voiture, vous allez aller jusqu'au parking relais ou votre vélo sur votre parking à vélo, et que vous pouvez intégrer ces modes directement avec l'open payment et toujours avoir le même support, même pour ouvrir un casier à vélo, c'est vraiment un bénéfice pour l'usager au final, parce qu'il a la même expérience, quels que soient ces modes. Ok François, merci. Alors on va partir un peu, moi j'ai quand même deux questions un peu prospectives. Euh, donc j'ai compris que vos solutions permettent d'aller vers de la mobilité. On parle de mobility as a service, avec un environnement qui pourrait être unique, à la fois pour un parcours qui passerait, vous avez dit tout à l'heure, on saute dans le bus, on n'y avait pas pensé avant, et puis après du coup on fait un peu de trottinette parce qu'on a envie de faire de la trottinette, on prend le vélo parce qu'il fait beau, on a envie de se promener, et puis à la fin on prend la voiture parce qu'on habite à la campagne et qu'on voudrait pouvoir se garer. Est-ce qu'on peut imaginer pour le futur, en termes de mobilité, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer concrètement demain? Alors, aujourd'hui, hein, les schémas type Visa, Mastercard ou CB, ils ont défini l'open payment mass transit pour le transport public. Donc aujourd'hui, l'open payment, on peut le mettre que dans le transport public, avec certaines dérogations, on va dire, pour tout ce qui est parking relais, parking vélo, parce que c'est dans un contexte multimodal complet. Mais demain, il n'y a aucune raison qu'on puisse pas l'intégrer pour prendre une trottinette, prendre un vélo, prendre un car sharing. Ça, c'est des discussions qu'on a aujourd'hui avec les grands streams nationaux, internationaux. On pourra voir également fleurir des offres combinées. C'est-à-dire que vous aurez l'offre bus plus trottinette, vélo plus bus, pour pouvoir gérer le dernier kilomètre. Et ça, c'est des choses qui sont techniquement, il n'y a aucune difficulté de pouvoir la mettre en place. Donc, c'est des choses que, bien évidemment, on va voir venir fleurir. Et également, comment pouvoir intégrer le stationnement. Alors, nous, Flowbird, en tant que leader mondial du stationnement, on est très intéressé par ça, mais bien évidemment, on va sur un eurodateur, on va présenter sa carte sans contact directement également, juste avant d'aller sur un transport public. Et à la fin de la journée, moi, je veux un seul paiement qui fait du stationnement et puis du transport public. Donc ça, c'est des choses, bien évidemment, qu'on travaille et qu'on suit de très très près. Mais ce sera l'avenir. On sait bien que la mobilité as a service, elle se fera également via de l'open payment dans quelques mois ou années. Oui, donc on peut imaginer finalement cette notion de mobilité, on enrôle sa carte bancaire sur son smartphone et du coup on fait tout avec le mobile. Et j'irai même encore plus loin. Je pense que on parle de mobilité, mais quand on voyage, c'est pour faire quelque chose. C'est pour aller à la bibliothèque, aller à la piscine, aller visiter un musée. Et pourquoi pas intégrer dans ce parcours également la finalité à l'achat du titre. C'est-à-dire que moi, je présente ma carte bancaire sur le rodateur pour stationner ma voiture. Je prends mon bus, je présente ma carte bancaire. Je rentre dans le musée, je représente la carte bancaire. Et à la fin de la journée, j'ai un paiement qui correspond à l'entrée parking plus bus plus musée. Tout à fait possible. Est-ce que toujours dans cet état d'esprit-là, vous vous posez, enfin en tout cas vous vous questionnez autour donc des solutions plutôt Face ID? Alors, tout à fait. Après, c'est juste un accès et un moyen d'accès à la technologie et puis directement au moyen de paiement. Du moment où on a des systèmes qu'on appelle voilà, plutôt plateformes centriques ou qui sont gérés avec ces calculs tarifaires centralisés, vous pouvez accéder avec n'importe quel identifiant possible et imaginable.
Merci. En tout cas, ce que j'ai bien compris là maintenant, c'est que finalement, en dehors de la technologie, en dehors du fait que donc l'open payment fonctionne bien avec une promesse de rapidité, de fluidité et du meilleur tarif, j'ai compris aussi qu'il y avait quand même cette notion d'offre dédiée, avec donc des combinaisons qui seraient possibles et envisageables. Tout à fait, oui. Merci François. Alors pour terminer, en tout cas pour ma part, parce qu'il y a déjà des questions de la part de nos participants, et je fais un deuxième appel, hein, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. François est là pour ça. Ça peut être aussi technique, parce que François peut répondre aux questions techniques. Je me trompe pas, François, hein. Ah oui, Donc une dernière question que j'ai pour vous, François, et ensuite je laisse la main à nos participants. À quel horizon finalement on pourrait avoir un déploiement sur l'ensemble du territoire national? Est-ce que ça va prendre 10 ans ou bien est-ce que finalement ce qu'on vit aujourd'hui, ça va être vraiment le facteur d'accélération de la mobilité? Alors, oui, on voit, si on regarde uniquement la France, on pense voir une quinzaine de villes qui vont basculer en open payment en 2021, dont des très grandes villes en France, qui représentent environ une vingtaine de millions d'habitants, donc, voilà, sur ces 15 villes. Donc, on voit bien que le déploiement se généralise un petit peu partout. Après, je pense que pour que ça marche, et puis pour que ça se déploie partout, il faut des offres open payment complètes. C'est-à-dire complètes comme on peut le voir aujourd'hui en billettique traditionnelle. Billettique traditionnelle, c'est quelque chose qui est plutôt complexe, mais qui répond à des demandes. C'est pas une complexité pour rendre les choses complexes, c'est qu'il y a une demande associée. Donc, il nous faut des offres open payment qui gèrent de la multimodalité, bien évidemment, qui gèrent de la multivalidation, parce que vous allez voyager avec une carte bancaire, mais vous êtes en famille avec vos enfants, donc il faut gérer ces cas-là. Il faut gérer la gestion des modes de type métro, des portillons, comment on les gère, comment on intègre ça. Il faut pouvoir avoir des agences commerciales qui sont capables d'expliquer pourquoi une carte a été acceptée ou pourquoi une carte a été refusée, pourquoi à un moment donné j'ai été débité, etc. Donc il faut donner les outils aux opérateurs de pouvoir analyser également les problèmes et puis de pouvoir communiquer avec leur usager. Et il faut bien évidemment un portail web usager qui permet déjà de, bien évidemment, ça c'est ce qui est présent partout, mais d'obtenir ses factures, de voir l'ensemble de ses usages, etc. Mais il faut aller un peu plus loin. Il faut qu'on puisse associer un compte à une carte. C'est-à-dire que, et puis de pouvoir bénéficier de tarifs un petit peu particuliers en fonction, si vous avez plus de 60 ans, si vous avez moins de 26 ans, aujourd'hui, c'est des tarifs qui existent en billettique traditionnelle. Si vous êtes chômeur, vous êtes militaire, vous êtes une personne à mobilité réduite, c'est des tarifs particuliers. Donc, on doit pouvoir le traiter également en open payment. Et si vous n'avez pas une offre complète, il y aura toujours des freins, et notamment dans les grandes villes. Eux, bien évidemment, il faut une offre complète qui réponde à tous les cas d'usage qu'ils avaient aujourd'hui avec la billettique traditionnelle. Merci François. Passons aux questions parce que j'en ai quand même une dizaine. Alors, première question de la part de Monsieur Franck Balestrieri. Bonjour. Vous avez indiqué que 15% des tickets occasionnels sont en open payment sur Amiens, mais quel est, s'il vous plaît, le taux de l'usage de l'open payment en termes de transactions totales, c'est-à-dire occasionnelles plus réguliers? Alors, aujourd'hui, je réfléchis en même temps, j'ai pas le chiffre exact, mais on est sur une proportion relativement faible, hein. Si déjà l'open payment est 15% des billets occasionnels, on sait bien que les abonnés, c'est eux qui font la part principale. Donc on est peut-être à 5% de la totalité des transactions. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, les gens avaient leur abonnement. Donc, quelqu'un qui avait un abonnement annuel, bien évidemment, il l'a toujours, donc il continue d'utiliser. Lui, il ne va pas basculer en 2020 sur de l'open payment. Comme j'ai pu l'expliquer, les abonnés, on en aura de moins en moins parce que les gens, voilà, ils voyagent beaucoup moins, rien qu'avec le télétravail. Donc, ce nombre, bien évidemment, d'abonnés va réduire. Et si je fais une projection par rapport à une autre expérience, voilà, Édimbourg, comme je l'avais dit tout à l'heure, Édimbourg, c'est 55%
du total. C'est-à-dire que ça a remplacé complètement la vente à bord, ça a remplacé bon nombre d'abonnements et ça a remplacé également pratiquement toutes les transactions qu'il y avait sur smartphone. Merci. Alors, une question de Christian Laroche. Bonjour Christian. Sur une solution KFT, il y a, paraît-il, deux types d'autorisation possibles, online et offline. Pouvez-vous nous confirmer cela? Alors, KFT, je pense que c'est du non-fair. Alors, ce qui est non-fair, en fait, souvent, il y a un amalgame entre l'open payment et puis du non-fair. Du non-fair, c'est du paiement au valideur. Il faut le voir comme lorsque vous allez à la boulangerie, vous payez votre pain. Là, c'est pareil. Vous allez dans un bus et vous allez payer votre titre de transport. Avec une certaine intelligence, parce que vous pouvez gérer des correspondances, par exemple. Mais c'est un paiement, c'est-à-dire que quand vous effectuez un paiement, 95% du temps, vous allez avoir une demande d'autorisation online, en effet, qui est effectuée à votre banque, avec un temps de communication, etc. Et c'est pour ça que les schémas, hein, Visa, Mastercard, CB et tous les autres, ils ont défini l'open payment et ce qu'on appelle le mass transit pour adapter le paiement au transport public. Ils l'ont pas fait pour se faire plaisir. Ils auraient pu dire faites du paiement. Non, parce qu'on sait que les valideurs ne sont pas toujours connectés au back-office. On sait que quand on ouvre les portes du bus, il faut vite que les gens rentrent dedans. On faisait des validations en 300 millisecondes en billettique traditionnelle pour avoir un flux de passagers très rapide. Donc, on ne va pas attendre aujourd'hui 3 secondes pour avoir une attente d'une réponse d'une banque. On sait que quand on est sur des réseaux de type métro avec des portillons, c'est encore plus vrai. Ce flux de passagers, vous voyez à Paris, c'est déjà trop long. On est à 300 millisecondes, mais c'est déjà trop long. Donc, ils ont vraiment adapté ceci pour correspondre à des flux de personnes importants et aux contraintes, bien évidemment, du transport. Le bus, il communique pas tout le temps. Oui, la 4G, il y en a pratiquement partout. Il y a bientôt la 5G peut-être, mais on sait que quand vous êtes sur des régions proches, vous êtes dans le nord et vous êtes proche de la Belgique ou quand vous êtes proche des frontières, c'est un peu plus compliqué et on le voit en billettique assez régulièrement. Merci François. Une autre question, mais je pense que vous y avez répondu tout à l'heure. Voyez-vous d'autres services à terme dans la ville avec l'open payment en dehors du segment transport? Donc, bon, vous avez abordé, vous avez parlé de piscine, ouais, tout à fait. voilà, piscine, bibliothèque, Mais etc. aujourd'hui, voilà, les règles définies ne le permettent pas aujourd'hui. Mais ça va évoluer. On espère. Une autre question toujours de Christian Laroche. L'open payment pour Paris en 2024 pour les Jeux Olympiques, est-ce envisageable? Bien sûr, il n'y a pas de raison que ce soit pas envisageable. Toutes les grandes capitales du monde l'ont mis en place, donc il n'y a pas de raison que Paris ne le mette pas. Après, Paris est un gros réseau, grand et étendu. Il y a des infrastructures, bien évidemment, à mettre en place. Il faut avoir les moyens de communication qui sont nécessaires, mais il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir le mettre. Si Amiens a pu déployer ce genre de système, Paris pourra bien évidemment le mettre, que ce soit généralisé au réseau ou sur un sous-ensemble de réseau. Il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas le faire à Paris. Une question de Guylain d'Alençon. Bonjour Guylain. Quel est le processus d'endossement du passager? Est-ce un contrat sur une application? Est-ce un paiement carte bancaire ou prélèvement? Alors, pour être sûr de bien comprendre, quand vous voyagez, il n'y a pas d'enrôlement de la personne. Vous ne créez pas de compte, on ne sait pas qui c'est qui a voyagé. On a juste vu une carte bancaire sans contact présentée, qui est après, bien évidemment, tokenisée, anonymisée, etc. Bien évidemment, hein, tout ceci répond aux règles des normes bancaires, mais il n'y a pas d'enregistrement. Et à la fin, à chaque fois que vous présentez votre carte, c'est pas un paiement, ça va dépendre. Voilà, on rentre un petit peu dans la technique, mais ça va dépendre si c'est une carte Visa, une carte Mastercard, une carte CB, etc. Vous avez différents types de messages. Ça peut être des demandes d'autorisation, ça peut être des vérifications de compte en fonction des schémas. Et en fin de journée,
vous avez un vrai paiement et vous avez un seul paiement par jour qui est effectué en fonction des usages. C'est-à-dire que vous allez présenter 10 fois votre carte durant la journée. Un trajet unitaire, c'est 1,50 €. Le forfait jour est de 4,20 €. Si vous le présentez 10 fois, vous n'allez pas payer 15 €, vous allez payer 4,20 € puisque vous aurez l'optimisation tarifaire à la journée. Mais vous avez un seul paiement en fin de journée et un paiement carte bancaire. Merci François. Autre question anonyme, quel est le potentiel de déploiement en France? Quelle est la taille critique du transport dans une ville pour que le système soit rentable? Alors peut-être avant de répondre à la question de Guylain, excuse-moi François, je te redonnerai la question. J'ai Guylain Alençon avec la question précédente qui pose la question. Du coup, c'est de la collecte pour compte de tiers? Alors, pas forcément. C'est-à-dire que si vous êtes en mode un seul opérateur, c'est pas du tout de la collecte pour compte de tiers. Vous avez un contrat commerçant avec un commerçant. Donc, quand on ouvre une ville, le contrat commerçant avec son acquéreur, sa banque, est effectué. Après, si vous êtes dans un mode multi-opérateur, euh, Paris, par exemple, hein, vous avez plusieurs opérateurs. Là, vous pourrez rentrer dans un mode d'établissement de paiement et de collecte pour compte de tiers, bien évidemment. Ça va dépendre si vous êtes un ou plusieurs opérateurs. Mais comme Amiens, il y a un seul opérateur, on n'est pas dans un mode de collecte. Voilà, donc je repose la question quand même de tout à l'heure. Quel est le potentiel de déploiement en France et quelle est la taille critique du transport dans une ville pour que le système soit rentable? Rentable pour qui, ça peut dépendre. Je pense qu'il y a pas de, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que déjà en France, comme je l'ai dit, c'est une quinzaine de villes qui devraient basculer en open payment en 2021. On sait qu'il y a 30-40 villes à venir jusqu'en 2024. Voilà, je ne vais pas dire que pratiquement toutes les villes vont s'y mettre, mais presque. Et puis plus il y aura de projets déployés, plus les autres auront envie de s'y mettre aussi. On sait que ça a mis du temps depuis Londres en 2012 de pouvoir se déployer ailleurs, parce qu'on avait envie de voir, je pense que tout le monde avait envie de voir comment ça fonctionne et si c'était assez compliqué à mettre en place ou non. Aujourd'hui, c'est plus compliqué à mettre en place. Aujourd'hui, les règles sont très très bien définies par les schémas. On a des labos qui savent certifier bien évidemment les solutions. Et aujourd'hui, comme je vous disais, on est capable de déployer en quelques semaines un système dans une ville. Et la ville, elle peut être de quelques bus ou de centaines ou de milliers de bus. Aujourd'hui, Flowbird, voilà, on est capable vraiment de s'adapter à n'importe quel type de projet, de taille de projet. Justement, vu qu'on est sur des services très packagés, pareil, hein, c'est quelque chose qui est hosté, donc on a l'ensemble des back-office et des services qui sont hostés avec un maintien en conditions opérationnelles qui sont effectuées directement par Flowbird. Donc, vous donne vraiment une solution clé en main sur le long terme, quelque chose qui peut se déployer vraiment très rapidement, qui est 10 bus ou qui en est 2000. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Merci à Maurice Blanchard pour la question. Alors, autre question, la biométrie visage-main est un véritable défi technologique, mais aussi d'acceptabilité utilisateur. D'après vous, vers quel type de biométrie, visage-main, cloud-based ou non, et dans quel moyen de transport peut-on l'imaginer à moyen terme? Alors, là, on est à la limite entre de l'open payment et ce qu'on peut appeler aussi de l'account-based ticketing, même si on peut s'identifier et un jour on peut peut-être avoir une puce EMV directement dans le pouce et on fera de l'open payment. Après, il y a différents modes biométriques. Alors, je suis pas forcément un spécialiste, mais une des vraies contraintes qu'on peut avoir, c'est la réactivité de la biométrie. C'est-à-dire que quand vous allez dans un aéroport et que vous voulez passer les contrôles aux frontières, vous voyez que quand on vous scanne soit votre pouce et vos empreintes digitales ou qu'on fait une reconnaissance faciale, ça prend du temps. Aujourd'hui, c'est un peu inimaginable, vu le temps que ça met, que ça fonctionne dans un métro. Imagine à Paris, ça met 3 secondes à regarder à votre empreinte digitale ou votre face. Donc, on est plus là-dessus. Tant qu'on ne sera pas sur des choses très réactives,
ce sera assez compliqué, bien évidemment, de mettre en place ce genre de système. Mais c'est l'avenir, je pense aussi, parce que le gros intérêt de l'open payment, c'est de dire, mais pourquoi vous avez besoin d'une carte de transport alors qu'on a tous des cartes sans contact dans notre portefeuille? Mais là, c'est pourquoi on a besoin d'une carte? Parce que on est nous-mêmes. Et rien qu'en s'identifiant soi-même, ça devrait suffire pour voyager. Donc là, c'est des choses on travaille dessus, on regarde, mais aujourd'hui, la difficulté, c'est la réactivité d'identification. Merci François et merci à Colombe Hérault pour la question. Je vais probablement clôturer parce que alors j'ai une dernière question, pardon. Bonjour, comment sont gérées les réclamations des clients, sachant qu'il n'y a pas de justificatif, vu qu'il n'y a pas de distribution de reçus? Alors, c'est pas totalement vrai. Aujourd'hui, le système Open Payment, habituellement, il est associé à un portail usager, c'est-à-dire que vous pouvez aller sur Internet, sur un site Internet, de vous connecter de façon anonyme, hein, c'est important à garder en tête, et de pouvoir récupérer les voyages que vous avez faits, mais également le ticket commerçant directement sur votre portail. Ensuite, vous avez également des agences commerciales où eux aussi, ils ont accès à ce même genre de portail et ils peuvent aussi, alors après, ça c'est si l'opérateur souhaite le mettre en place, hein, c'est toujours pareil, mais on a des solutions là qui permettent directement de fournir ce fameux reçu de paiement. Merci François. Deux dernières questions. Quelle place dans le transport ferroviaire régional? Question de Vincent Suquet. Donc aujourd'hui, pareil, l'open payment, il est autorisé il n'est pas autorisé sur des longues distances. On est vraiment sur du transport public au sein d'une ville. Après, sur transport ferroviaire, quelque chose qui va bien évidemment être mis en place dans quelques temps. Il n'y a aucune raison qu'on puisse pas le faire. Après, il y avait certaines contraintes sur les montants des achats qui peuvent être faits. Après, on sera sur des systèmes habituellement d'origine-destination, où là aussi, bien évidemment, l'open payment doit s'adapter à pouvoir gérer. Vous allez d'un point A à un point B, soit avec des sélections de la destination lorsque vous rentrez sur le voyage, ou ce qu'on appelle vraiment du tap-on, tap-off, c'est-à-dire que je valide à l'entrée, je valide à la sortie. Donc ça, c'est des choses qui se font beaucoup à l'étranger, très peu en France, mais nous, on a mis le système notamment à Perth, donc on est déjà sur du tap-on, tap-off, et les systèmes d'open payment, on en déploie donc en Irlande du Nord l'année prochaine, il serait également dans ce mode-là. Et là, l'Irlande du Nord, bon, c'est un petit pays, mais c'est déployé sur l'ensemble du pays, et on a besoin, bien évidemment, de ce côté origine-destination. Merci François. Dernière question. À partir de combien d'habitants ou de voyageurs est-il intéressant de déployer la solution dans une ville? C'est un petit peu la même question tout à l'heure. Je vois pas je vois pas de limite. C'est-à-dire que je pense que à un moment donné, on essayait d'avoir des solutions qui pouvaient répondre à tout le monde. Il y aura toujours des gens qui voyageront avec son smartphone. Il y en a d'autres qui font de l'open payment. Il y en a d'autres qui iront toujours acheter un ticket sur un distributeur. Je pense qu'il faut proposer différents exploits utilisateurs et en fonction de l'affinité des personnes, ils vont pouvoir les utiliser en fonction de leur usage. Et il y a pas de limite de nombre d'habitants. Vous avez une petite ville avec 15 bus et quelques dizaines ou quelques centaines de voyages par an. Il y a aucune raison qu'on puisse pas déployer ce genre de système. Merci beaucoup. Alors, j'ai eu pas mal de commentaires pour dire merci François pour la clarté de toutes ces explications. Je profite aussi pour vous remercier François parce que à chaque fois, ce sujet-là est un sujet déjà d'une part un peu nouveau dans l'écosystème des paiements. C'est très complet. Bravo pour tout ce que vous avez
pu répondre en tout cas à toutes les questions de nos participants. Merci à nos participants aussi pour vos nombreuses questions très pertinentes sur ce sujet de l'open payment. Merci à Flaubert notamment. Et donc nous arrivons en fin de chronique. On a un peu débordé puisque le sujet est vraiment intéressant. Je suis certaine, on l'avait déjà dit, mais que ça peut faire l'objet encore d'autres chroniques ou d'autres conférences. Merci à vos participants. Merci à l'Association du paiement pour donc toute cette organisation. Et je vous retrouve prochainement. J'espère qu'on pourra le faire en format présentiel. Je vous retrouve bientôt donc pour la 13e édition de 45 minutes chrono. Nous allons parler la prochaine fois de comment on lutte efficacement contre la fraude, tout type de fraude d'ailleurs. Je vous invite à être nombreux aussi à cette future chronique. Restez connectés sur la page LinkedIn de l'Association du paiement et notre board est à votre disposition pour toute question. Et n'hésitez pas aussi à contacter François Mottet, qui est un spécialiste de l'open payment. Merci à tous. Merci et à très bientôt. Au revoir.